Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Bienvenue auditrices, auditeurs de la RPA à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Les responsables du parti CNDD-FDD en province Kirundo et le commissaire provincial de police sont accusés de tremper dans l'assassinat d'un Burundais récemment rapatrié du Rwanda. La femme du défunt et ses voisins subissent des intimidations depuis l'assassinat de son mari le 26 novembre dernier. Vous entendrez les témoignages au cours de cette édition. Au sommaire également, le mouvement armé Front National de Libération FNL annonce qu'il n'est pas du tout au courant du dialogue en cours de préparation avec le gouvernement burundais. Le FNL réagit après que le facilitateur pourparlers intercongolais ait demandé aux groupes rebelles qui combattent à l'est de la RDC de déposer les armes, y compris les mouvements armés étrangers qui s'affrontent en RDC, et de dialoguer avec le gouvernement de leur pays d'origine. Et suite à cette situation d'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC, les réfugiés burundais du camp de Rusenda n'ont plus droit de sortir librement du camp pour aller travailler à l'extérieur du camp comme d'habitude depuis maintenant plus d'un mois. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Un jeune homme prénommé Emmanuel de la zone Muzinda, commune Rugazi en province de Bubanza, a succombé de ses blessures le matin de ce jeudi. Ce jeune garçon de 16 ans avait été poignardé par son frère la nuit de son mercredi. Selon nos sources à Muzinda, le défunt est victime d'avoir réclamé 1000 francs burundais que lui devait son frère. Les deux frères travaillaient ensemble dans un restaurant de la localité. L'auteur du crime a été arrêté par la police à Muzinda. Parlant sécurité toujours, les enfants de la rue deviennent de plus en plus en danger public au chef-lieu de la province Gitega, la capitale politique du Burundi. Certains d'entre eux se promènent avec des couteaux, intimident les passants et parfois les dépouillent même de leurs biens. Les habitants de cette ville indiquent qu'il y a des rues qu'on ne peut plus oser emprunter à partir de la tombée de la nuit, de peur de se faire agresser par ses enfants. Le point avec Eric Nyonzima. Pendant la journée, au centre urbain de Gitega, des enfants de la rue voyagent par groupe de 3 ou 4 pour éviter l'attention de la police. Mais quand la nuit tombe, ils voyagent par grand groupe. Ils sont pourvus de petits couteaux, de tournevis ou de tout autre objet tranchant et facile à cacher. Ils se droguent tous par du cannabis ou des boissons trop alcoolisées fabriquées à Kayanza, Tel, Hozagara, Fura, Kik et d'autres. Selon les habitants de la ville de Gitega, à la tombée de la nuit, ces enfants se rassemblent dans des endroits obscurs et peu fréquentés, et quand quelqu'un passe à côté d'eux et qui le dénigre, il le dépouille de tout ce qu'il a. S'il tente de les attaquer ou de se défendre, racontent les habitants de cette ville, ils le battent sévèrement. Et s'ils voient une personne qui a un téléphone portable ou qui l'utilise, ils le lui arrachent et le battent sévèrement s'il tente de se défendre ou de les attaquer. Cela a alors fait que pendant la nuit, certaines rues de la ville de Gitega ne sont plus empruntées par une seule personne. Déjà passent en groupe dans d'hôtelleries pour faire face aux enfants de la rue. Ces enfants de la rue qui perturbent la sécurité ont grandi dans la rue et sont maintenant âgés de 13 à 20 et plus, comme ils le disent eux-mêmes. Ils se comptent par dizaines et ont débarqué dans la rue avant l'âge de 10 ans, précise-t-il. La population demande alors à l'administration provinciale à Gitega de reprendre son initiative de l'année dernière, d'avoir regroupé dans des centres appropriés certains des enfants de la rue afin de leur apprendre de petits métiers avant de les faire retourner dans leur village d'origine. Merci à toi, Eric Nyonzima. En page des droits de l'homme, le responsable du parti CNDD-FDD en province Kirundo et le commissaire provincial de police sont accusés de tremper dans l'assassinat d'un Burundais récemment rapatrié du Rwanda. Il s'agit d'un certain Nyandwi Ferdinand, surnommé Kamba Ingwe, assassiné le 26 novembre dernier. Devant le premier ministre du gouvernement en descente à Kirundo, mardi dernier, la femme du défunt a dévoilé qu'un montage avait été monté contre son mari pour l'accuser de port d'armes. Je vous propose d'écouter la femme de la victime. Itariki 26 z'ukwezi kwa 11 umunsi wa gatandatu saa 2 zo mu gitondo haje umugore aho mbaye. Samedi le 26 novembre vers 8 heures du matin, une femme est venue chez nous avec un sac de charbon.
et nous a demandé de conserver pour elle ce sac, promettant qu'elle allait venir le récupérer vers 13 heures. Mais il n'a pas respecté l'heure. C'est vers 17 heures qu'il a appelé mon mari via le téléphone d'un voisin. Il a demandé à mon mari de lui amener ce sac de charbon et qu'il allait le payer pour ce service. La femme disait qu'elle était au niveau de l'université. Alors mon mari a demandé à notre voisin de lui prêter son vélo pour qu'il puisse transporter le sac de charbon. Il lui a d'ailleurs demandé de lui accompagner, promettant qu'ils allaient partager un verre avec l'argent qu'avait promis la femme en échange du service. Ils y sont alors rendus à 3 avec le voisin dont le téléphone a été utilisé pour joindre mon mari. Alors, une fois arrivés à l'université, ils ont trouvé la femme à bord d'un véhicule. C'était le véhicule du secrétaire provincial du parti au pouvoir. Il était aussi à bord. Étaient aussi à bord le commissaire provincial de police et le président provincial de la Ligue de jeunes Imbonerakure. Mais mon mari et les deux voisins qui l'accompagnaient l'ont remarqué tardivement. Là alors, il a été demandé à 3 de charger le sac dans le véhicule du secrétaire du parti au pouvoir. Ils se sont exécutés, mais on a attendu qu'ils soient payés, mais en vain. Par contre, on a demandé à mon mari de monter à bord et aux deux voisins de rentrer qui n'ont pas besoin d'eux. Alors, un peu avant, ils ont fait descendre mon mari de ce véhicule et ont commencé à le piétiner dans tous les sens, au niveau du ventre, au niveau du sexe, tout en lui infligeant des coups de pied. Mon Dieu, il a été tué après de violentes tortures. Des personnes qui ont vu la scène m'ont appelé et je suis allé voir. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien de mensonge dans ce que l'on avait raconté. Vous pouvez demander à tout le monde ici, il vous dira comme je viens de le raconter. Cette femme indique que depuis l'assassinat de son mari, la famille et même les voisins ne cessent de subir des intimidations. Cette famille demande l'intervention de la justice. On l'a enterré comme une bête. Par la suite, on est parti tranquillement à la maison. Ce qui nous a fait peur alors, c'est le fait que le secrétaire provincial du parti a envoyé un de ses gardes pour venir prendre les noms de tous ceux qui nous ont aidés dans l'enterrement. Moi, de ma part, je me suis dit que l'on voulait me tuer comme on l'a fait pour mon mari, que l'on voulait décimer toute la famille et même les voisins, alors que nous sommes tous innocents. Depuis, nous subissons des harcèlements. Des véhicules font des va-et-vient ici chez nous toutes les nuits. Et ici, personne ne sort plus la nuit. Alors, je demande une chose. Ici, je reste avec 3 enfants. L'aîné a 7 ans et ne va plus à l'école depuis la mort de son père. Je demande à la justice de suivre ce dossier. Demandez à ces personnes pourquoi ils ont tué mon mari. Si réellement il avait une arme, pourquoi ils l'ont pas mis devant la justice comme on le fait pour tout le monde, au lieu de le tuer sauvagement. Vous m'aurez rendu un grand service si vous le mettez devant la justice. Les voisins de leur côté confirment ces intimidations qui par ailleurs sont intensifiées depuis que la femme du défunt a publiquement dénoncé les présumés assassins de son mari. Encore ce mercredi, il s'était rendu nombreux au domicile du défunt et aurait même intimé à la veuve l'ordre de plier bagages pour aller se terrer à Bugavira, sa commune natale. Suivez plutôt le témoignage de l'un des voisins de la victime. Depuis sa mort, sa famille n'a jamais été tranquille. Elle subit toujours des intimidations de la part des administratifs et des Imbonerakure. Depuis que le Premier ministre est venu en visite à Kirundo et que la femme du défunt eut réussi à raconter comment son mari a été assassiné, toutes les personnes qui ont été citées, mais aussi
tous les administratifs en province de Kirundo sont devenus comme un lion blessé. Hier, mercredi, tous les administratifs, à commencer par le gouverneur, se sont rendus au domicile de la veuve. Ils lui ont sommé de quitter le chef-lieu de la province pour aller à Bugabira, sa commune natale. Nous réalisons que ce sont des intimidations qu'elle est en train de subir, des intimidations pour des choses qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît même pas pourquoi son mari a été tué. Nous demandons au Premier ministre, à qui cette femme s'est confiée, qu'il prenne en main ce dossier. Rien de ce qu'il avait ordonné au gouverneur n'a été fait. Il avait ordonné au gouverneur d'écouter la veuve et convoquer toutes les personnes qui avaient été citées comme ayant trempé dans l'assassinat de son mari. Personne n'a été écouté. C'est plutôt la veuve qui est en train de subir des intimidations, mais aussi la famille du défunt et les voisins. Nous voyons alors que l'attitude de certains membres du parti CNDD-FDD est de persécuter la population. Ils se croient nombreux de la terre, oubliant qu'ils mourront un jour. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Albert Hatungimana, gouverneur de la province de Kirundo. RPA. Je vous le disais, en titre, le mouvement armé Front National de Libération FNL annonce qu'il n'est pas du tout au courant du dialogue en cours de préparation avec le gouvernement burundais. Le FNL réagit après que le facilitateur au pourparlers intercongolais ait demandé au groupe rebelle de déposer les armes. Il a également demandé aux présidents des pays de l'Afrique de l'Est de dialoguer avec les groupes armés en provenance de leur pays pour que la RDC ait une paix durable. Isidore Nibizi, le président du mouvement armé FNL, indique toutefois qu'ils auront à dire si le facilitateur les rapproche. Concernant notre point de vue sur la déclaration de l'ex-président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui a proposé que les pays dont les mouvements armés opposants sont au Congo, et donc d'entreprendre dans l'immédiat des négociations avec ces mouvements afin de trouver une solution de paix solide. Normalement, quand il y aura des négociations, vous savez qu'il y a des procédures. Il y a quelqu'un ou une organisation quelconque donc, qui se propose de rencontrer les deux blocs, donc les deux partis, donc le gouvernement et le mouvement armé. Et il leur demande ce qu'ils en pensent sur les négociations. Et puis, dans ce cas, cette personne, je dirais que c'est le premier pas. Mais il y aura aussi des vraies négociations, des négociations proprement dites. Et cette personne, la première personne peut ne pas être parmi ces gens-là. Ça peut être par exemple quelqu'un de dehors, soit de l'Amérique ou soit de l'Union africaine qui contacte les deux parties. Et après, donc, il confie la mission de médiation à une autre organisation. Et puis, dans ce cas, on demande ce qu'on pense. Mais actuellement, puisque nous n'avons pas encore vu le premier pas, aucune personne nous a déjà contacté pour nous demander notre point de vue. On ne peut rien dire. On ne peut pas dire non plus ce que nous demandons. Non. Donc, puisque ce serait vraiment prématuré, donc on ne peut pas vraiment anticiper. Donc, c'était cette déclaration. Nous, on ne peut rien dire jusqu'à maintenant. Nous attendons à ce que cette personne se présente devant nous et puis on va causer, on va lui dire ce que nous pensons, ce que nous demandons pour les propositions. Donc l'information que nous avons entendue, nous considérons que c'est une information comme une information politique que nous entendons dans tous les médias. Et suite à cette situation d'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC, les réfugiés burundais du camp de Rusenda n'ont pris droit de sortir librement du camp pour aller chercher du travail à l'extérieur du camp comme d'habitude. La décision a été prise par le gouvernement congolais depuis maintenant plus d'un mois. Ces réfugiés burundais indiquent qu'ils ne savent plus à quel temps se vouer car ils sont dans une pauvreté sans nom. Ils demandent aux chargés des réfugiés de leur venir en aide. Le détail avec Elvis Eliomungir.
Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en RDC indiquent qu'ils n'ont plus de liberté de sortir dans le camp. Selon notre source d'Asoka, pour sortir du camp, ces réfugiés doivent aller demander la permission à l'ouest du camp. À cause de peu de moyens, ils préfèrent rester dans le camp. On n'a plus de liberté de sortir du camp. Depuis que le gouvernement a pris une décision de ne plus aller à l'extérieur du camp, la vie n'est plus la même. Ceux qui allaient chercher du travail à l'extérieur du camp pour gagner la vie n'y vont plus. Ceux qui allaient dans des champs pour cultiver et aussi n'y vont plus. Nous venons de passer des semaines. Aucun réfugié ne sort sans qu'il ait la permission du Sénère. On ne donne plus la permission ici au camp. Pour en avoir, on doit aller à Baraka. Mais pour y arriver, nous devons payer 10 000 francs congolais. Comme on n'a pas cette somme, on préfère rester ici au camp. On ne sait plus quoi dire. La famine et la pauvreté, tout ça pèse sur nous. La situation est en plus dure pour ces réfugiés, surtout qu'ils viennent de passer 4 mois sans aucune assistance. C'est par chance que même les enfants parviennent à se rendre à l'école, disent-ils. Les élèves vont à l'école, ceux qui étudient ici tout près du camp. Malgré que le HCR n'assiste plus les élèves du secondaire, les parents se sacrifient pour trouver les frais scolaires, mais avec la peine, c'est très difficile. On vient de passer 4 mois sans savon, sans charbon. C'est du désordre. On vient de passer 6 mois sans avoir du savon. Si les femmes aillent à l'extérieur du camp pour chercher du bois de chauffage, si elles croisent ces rebelles, elles se font violer. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda demandent aux chargés des réfugiés de revenir en aide avant qu'il ne soit tard. Merci à toi aussi, Elvis Seigneur Mongere. Dernière nouvelle de cette édition, l'augmentation des frais de loyer est devenue un défi pour les locataires dans différentes localités du Burundi. La population de différents coins du pays qui s'est entretenue avec la RPA indique que les loyers ont été revus à la hausse par les propriétaires des maisons au moment où les revenus n'augmentent pas. Ils font savoir que dans certaines localités, les frais de loyer ont été doublés dans une période d'une année. Reportage signé Eloge Divermesh. Plusieurs Burundais, surtout ceux qui vivent dans des villes ou des chefs-lieux, louent des maisons d'habitation. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que les frais de loyer ont été sensiblement majorés par rapport à l'année dernière. À titre illustratif, cet habitant de la mairie de Bujumbura précise que dans certains coins, les frais de loyer ont passé du simple au double. La location d'une maison n'est pas non plus facile dans la province de Bujumbura, où les locataires indiquent que les propriétaires des maisons ont revu à la hausse les frais de loyer. Ici, notre source révèle que les prix varient selon les propriétaires. À Gatumba, les propriétaires de maisons ont revu à la hausse les frais de loyer. Ils peuvent le faire plusieurs fois. Ils obligent d'ajouter une somme de plus comme 10 000 francs burundais ou 15 000 francs burundais et parfois ils peuvent doubler les frais de loyer. Par exemple, pour une maison qu'on paye 25 000 francs burundais, ils t'obligent de payer 50 000 francs burundais. Les locataires, nous sommes vraiment dans une désolation totale car nous avons beaucoup de charges. Il y a des charges de ration alimentaire, celles de frais de loyer, c'est pas vraiment facile. En Ngodi, au nord du Burundi, nos sources indiquent également que louer une maison n'est pas chose facile, d'autant plus que les prix ont grimpé sans que le revenu s'améliore. Louer une maison ces jours ici en Ngozi, c'est devenu très compliqué. Par exemple, une maison de 2 chambres et salon qui se louait à 60 ou 70 000 francs burundais l'année dernière, aujourd'hui, elle est à 120 000 francs burundais. Cela est ainsi au moment où nous sommes dans une extrême pauvreté. La RPA a également pu s'enquérir de la situation qui prévaut en province Bubanza. Les locataires des maisons nous ont déclaré eux aussi que les prix des maisons à louer ont été majorés. Et ces locataires d'illustrer leurs propos par un exemple d'une maison qui jadis était louée à 100 000 francs burundais, mais actuellement est à 150 000 francs burundais. Même si les locataires disent que la hausse des frais de loyer est faite par les propriétaires, ces derniers s'expliquent en disant que cela est dû à la dévalorisation de la monnaie nationale qui se remarque au pays. Merci à toi aussi, Eloge Divermecha. Merci mesdames et messieurs de vous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, c'était Onésime de Chimagui. Au revoir.